Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à Naturally par Josée, un podcast sur la santé et le bien-être. Je me présente, votre hôte, Josée Fortin. Le sujet d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur. J'ai choisi de commencer notre cheminement vers la santé en parlant du plastique puis de son impact sur notre environnement et notre santé. Je crois qu'on met pas assez d'importance à ce problème et que l'on pourrait mettre beaucoup plus d'efforts à améliorer la situation. Alors qu'une bonne partie de la population est consciente du désastre environnemental lié au plastique, la plupart des gens ne sont pas conscients de l'étendue du problème puis de l'impact qu'il a sur notre santé. Mon rôle aujourd'hui sera de vous montrer comment le plastique nous envahit à tous les niveaux, puis également ce qu'il fait à notre santé globale. Donc, vous donner des raisons pour mettre un effort à diminuer notre consommation de plastique. Si on regarde dans l'océan Pacifique Nord, entre le Japon et l'Amérique du Nord, il y a un énorme vortex qui est environ 3 fois la grosseur de la France ou à peu près la même grosseur que le Québec. Ce vortex-là est créé par plein de courants et de vents marins qui se rencontrent dans cette région-là. Ça fait que les courants tournent en rond, puis ont tendance à envoyer les débris vers le centre du vortex. Donc, si on regarde dans le centre du vortex, c'est une région qui est saturée de plein de débris plastiques non biodégradables. La plupart des gens imaginent une grande île de débris de plastique qui flotte à la surface de l'océan, mais en réalité, il y en a des gros morceaux de plastique à travers, mais la plus grosse partie de la masse est composée de microparticules de plastique qui varient entre la grosseur d'un ongle à des particules qui sont tellement petites qu'il faut un microscope pour les voir. Ça donne une apparence trouble à l'océan. C'est plus transparent. Le soleil peut plus pénétrer à travers l'eau pour aller ensoleiller les espèces marines en profondeur. Ça fait une couche très trouble à la surface, plus dense, qui crée bien des problèmes aux espèces marines. Ce vortex de déchets a premièrement été décrit en 1988 dans un papier publié par The National Oceanic and Atmospheric Administration. Mais c'est vraiment en 1997 que le problème a finalement commencé à attirer l'attention générale du public puis de la communauté scientifique à plus grande échelle. C'est vraiment lorsque l'océanographe Charles Moore s'est retrouvé dans un grand étendue de débris suite à une course de yacht transpacifique à laquelle il avait participé. Même après toute cette publicité, c'est seulement à partir de 2009 qu'il y a vraiment un sérieux effort à documenter le problème puis à tenter de trouver des solutions pour éliminer ce plastique-là qui a été amorcé. Ça a pris tout ce temps-là avant que quelque chose de plus sérieux soit établi. Fait qu'on parle de les premiers temps où ils ont vraiment vu le problème, ils sont aperçus du problème en 1986 jusqu'à 2009. Fait qu'une trentaine d'années avant que quelque chose de plus sérieux soit fait pour adresser le problème. Puis ça, c'est juste au niveau de l'océan Pacifique Nord parce que le problème, il n'est pas juste localisé là. C'est vraiment, il y a 5 vortex majeurs sur la planète, puis tous ces vortex-là présentent une accumulation de plastique. Fait que c'est pas quelque chose qui est localisé à un endroit, mais c'est vraiment global au niveau de toute la planète. Donc, les gens, ça fait une secousse qu'ils savent qu'il y a un problème à ce niveau-là, mais ça a pris tout ce temps-là avant que quelque chose de plus sérieux soit fait. Moi, cet état-là m'a été rendu très évident cette année quand je me suis rendue en République dominicaine. Pour nos vacances, on habitait dans une communauté qui est moins touristique, disons. Fait que oui, il y a une plage plus touristique qui était nettoyée à chaque jour, mais où on voyait quand même toutes sortes de débris arriver régulièrement sur le bord de la plage. C'est vraiment en allant dehors de ces endroits publics-là qu'on voit l'accumulation de déchets sur toutes les plages. J'ai aussi vu un reportage d'une île qui est non habitée dans le milieu de l'océan où c'est simplement une accumulation de déchets phénoménales sur ces plages. Donc, les espèces marines qui habituellement populaient ces plages-là, ils étaient plus là. Donc, il y a beaucoup d'espèces, leur environnement se retrouve très déstabilisé.
Là, on va parler de statistiques pour rendre le problème plus réel. C'est vraiment en 2022 qu'il est estimé que 90% de la masse totale des débris était composée de plastique. Alors que les microplastiques dominent la région par leur nombre, 92% de la masse est quand même composée de plus gros objets. Ils retrouvent toutes sortes d'affaires, des brosses à dents, des bouteilles, il y a même des souliers qui se retrouvent dans tout ça, il y a des cargos qui ont été perdus en mer, des petits canards pour le bain qui flottent sur le dessus de l'eau. 80% de ces déchets-là viendraient de sources terrestres, alors que 20% viendraient de bateaux. Les bateaux, quand ils veulent se débarrasser de leurs déchets. Il y a aussi ce qu'ils appellent du dumping illégal. Certains pays vont se débarrasser de leurs déchets en les jetant dans la mer. On parle d'environ de 8 à 10 millions de tonnes métriques de plastique qui flottent dans l'océan Pacifique. Ce qui est très triste, c'est qu'à peu près 30% de cette masse de débris dans l'océan resterait à la surface. Il y aurait à peu près 70% de tous les déchets qui se retrouvent dans l'océan qui se ramassent sur le fond marin. Donc, le 8 à 10 millions de tonnes métriques, là, ça représente seulement 30% de tous les déchets qui sont envoyés dans l'océan. Le reste se ramasse dans le fond. Donc, vous pouvez déjà voir l'ampleur du problème. Puis si on continue à acheter des choses comme ça, oui, ils font un gros effort à nettoyer la surface, mais les débris qui sont dans le fond, là, sont très creux. Ils sont pas accessibles. Puis ils vont continuer à émettre des particules. Donc, on va en avoir longtemps à nettoyer. Il estime que depuis 1945, l'accumulation de plastique augmente de 10 fois par décennie. C'est une très grande augmentation. Cette accumulation, c'est quoi les conséquences? Qu'est-ce que ça fait sur notre environnement? Bien, premièrement, il y a une grosse partie des déchets qui flottent à la surface, qui sont des filets de pêche synthétique. Ces filets-là ont tendance à capturer les espèces marines, les poissons, les dauphins, tout ce qui est marin reste pris dedans, qui finissent par mourir. C'est une pêche fantôme qu'ils appellent, puis ça élimine beaucoup d'animaux marins de façon régulière. Un autre problème qui est lié à ça, c'est que les microparticules de plastique se mélangent au plancton. Le plancton, c'est la nourriture de la plupart des espèces animales qui sont dans l'océan, donc c'est à la base de la chaîne alimentaire. Le fait que le plastique se mélange au plancton, dès que les poissons mangent, ils pensent manger juste du plancton, mais vraiment, ils mangent une quantité assez importante de plastique parce qu'ils estiment que le plancton versus plastique dans certaines régions de ce vortex-là a un ratio de 6 particules de plastique pour une particule de plancton. Donc, quand les poissons mangent cette nourriture-là, ils se ramassent avec une très grande concentration de plastique dans le tube digestif. Ils sont pas capables de retirer aucune valeur nutritive de ce mélange-là. Le plastique ne donne pas rien au niveau nutritif. Le poisson se ramasse à manger des grandes quantités, mais absorber des très petites quantités de nutriments. Puis, à cause que c'est pas digestible, ça s'élimine pas très facilement du tube digestif. Ça a tendance à rester assis là au niveau de l'estomac, puis de s'accumuler. Donc, à la longue, si les animaux marins restent trop dans cette région-là, ils peuvent souffrir de rupture d'organes parce que leur estomac se remplit, puis ça finit qu'il n'y a plus de place. Eux autres sont en train de mourir de faim, mais leur estomac est distendu puis finit par mourir à cause que la paroi de l'estomac va éclater. Puis ça, c'est tout sans compter que le plastique a tendance aussi à absorber beaucoup de toxines qui peuvent se ramasser dans l'océan parce qu'il y a des produits chimiques des fois qui se ramassent là, qui sont déversés, c'est grandes poubelles pour bien des pays. On voit du DTT, on voit du PCB, qui est 2 substances qui ont été mises illégales ici au Canada il y a longtemps, mais qui se retrouvent encore dans nos océans. Puis ça a tendance à rester attaché au plastique. Quand les poissons mangent ce plastique-là, ben ils se ramassent des fois avec des très hautes concentrations de ces produits chimiques-là qui, tranquillement, les tuent également. À cause de la masse qui se promène sur le dessus de l'océan, il y a aussi une grosse réduction dans la production de plancton et d'algues parce que ça rend l'eau moins claire, fait que les rayons du soleil se rendent moins en profondeur. Puis, il y a vraiment une photosynthèse qui se fait pour la multiplication des algues, puis également pour que le plancton puisse être en bonne santé.
Donc, s'il y a moins de lumière, la concentration du plancton même va en diminuant. Ça fait des zones qui sont très faibles en nutriments pour les espèces marines. La présence de plastique va également créer un déséquilibre au niveau de l'écosystème parce qu'il y a beaucoup d'animaux marins puis d'oiseaux marins qui meurent en contact avec cette nourriture-là dénaturée. Mais aussi, les débris ont tendance à favoriser la population d'espèces parasitiques comme les méduses, les éponges. Il y a certaines espèces qui ont tendance à aimer se coller à ces débris-là, puis ils vont aller beaucoup plus loin dans l'océan qu'ils auraient tendance. Ils ont moins tendance à rester sur les côtes, fait qu'ils vont se mélanger aux espèces qui ont tendance à aller plus loin puis à proliférer plus à l'écart des côtes. Ça va vraiment déséquilibrer parce que ces parasites-là vont manger le plancton qui est déjà en très faible concentration au niveau du vortex. Comme vous pouvez voir, les espèces marines se font attaquer à plusieurs niveaux. On voit qu'il y a à peu près 267 espèces marines qui ont beaucoup de difficultés à cause de tous ces changements-là. Ça, c'est au niveau de nos océans. Mais si on regarde nos lacs et rivières, on ne se retrouve pas mieux. On retrouve des microplastiques partout dans les lacs et rivières. De façon globale. Ils ont fait des tests partout sur la planète suite à ces découvertes-là pour voir quel était l'état des lacs et rivières au niveau de la Terre. Puis, à peu près tous les lacs et rivières présentent des microparticules de plastique à différentes concentrations, mais il y en a partout. Il y a 10 rivières majeures en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud qui sont composées d'à peu près 90% de microplastiques. C'est énorme. Ce problème, il est très sérieux parce que non seulement c'est les espèces marines, mais aussi les espèces terrestres qui sont affectées. Parce que ça, c'est nos cours d'eau potables pour les espèces terrestres ainsi que nous, les humains. Toute notre eau qu'on boit ou que les animaux boivent, maintenant, il y a tout du plastique dedans. Les animaux, ils bénéficient pas d'usines de filtration d'eau pour éliminer une partie des microplastiques. Nous, oui, mais quand tous les animaux vont boire dans les lacs et les rivières, eux, c'est direct. Fait que s'il y a des microplastiques présents en différentes concentrations, ça se retrouve au niveau de leur tube digestif. Puis eux aussi se retrouvent avec des problèmes de santé. Les humains, c'est sûr que la présence de microplastiques dans l'eau potable des villes, il y a des systèmes de filtration qui éliminent les plus grosses particules, mais les microparticules, là, les très, très petites, là, ils se ramassent quand même dans notre eau potable qu'on boit à la maison. Si on regarde les études qui ont été faites, présentement, les villes sont en train de se demander c'est quoi les niveaux acceptables de microplastiques qu'on devrait allouer pour la santé. Mais c'est pas de biodégradable, là, fait que ça devrait même pas une question. Côté sécurité, c'est zéro. On devrait pas en avoir. Présentement, ils sont en train de regarder la situation. Ça veut dire qu'ils sont pas en train de vraiment activement éliminer. Leurs solutions sont pas encore en place. Oui, on a des microplastiques dans notre eau potable. C'est important de garder ça en tête. Si on regarde les humains, on retrouve des microplastiques dans tous nos tissus mous. Ils retrouvent du plastique dans le tube digestif, dans le foie, les reins, le cœur, l'utérus. On retrouverait même des microplastiques dans le lait maternel. Il y a un système de protection qui empêche beaucoup de choses de passer dans le lait maternel, mais les microplastiques réussissent à passer quand même. On en retrouve même au niveau du cerveau. On a une barrière hémato-encéphalique qui empêche beaucoup de toxines d'aller de notre sang à notre cerveau. On a une ultra protection pour que notre cerveau soit moins exposé à tout ce qui circule dans notre corps, mais même les plastiques réussissent à passer cette barrière-là. Certaines recherches indiquent que la présence de microplastiques dans le cerveau augmente l'incidence de maladies telles que Alzheimer's, la démence, même aurait un impact sur les problèmes d'apprentissage chez nos enfants, nos jeunes. Il y aurait même une augmentation des problèmes d'attention, des troubles d'hyperactivité. Vous voyez, ça commence à être quand même assez sérieux comme situation.
Puis ça, c'est juste en parlant de la présence de plastique. Si on regarde au niveau des microplastiques, oui, le fait qu'ils sont là, c'est très dérangeant pour le corps, mais ce qui est le plus nuisible, c'est que dans notre environnement, quand le plastique est exposé au soleil, il y a une photodégradation qui se fait, puis le plastique va émettre du bisphénol A, qui est le BPA, une substance qu'on considère un xénoestrogène. C'est un estrogène environnemental fabriqué par les humains. Ce type d'estrogène-là est très néfaste pour le corps parce que le corps réagit pas de la même façon que nos hormones que nous, on produit ou que l'on retrouve dans les plantes des fois, comme les phytoestrogènes. Ils ont un effet complètement différent que ces produits chimiques-là créés par l'homme. Les xénoestrogènes, il y a plusieurs études qui ont été effectuées sur leur effet sur notre corps. Certaines des effets sont quand même très sérieux. Ça augmente premièrement la concentration plasmique libre d'estradiol. On se ramasse avec plus d'estrogène dans notre corps. Ça va aussi stimuler l'aromatase, qui est une hormone qui transforme les hormones mâles en estrogènes. Déjà, on voit un problème. S'il y a plus de xénoestrogènes dans l'environnement, les hommes, ils n'ont pas trop de chance. Leurs hormones mâles ont tendance à être transformées en estrogènes de façon beaucoup plus importante. Le BPA va aussi rivaliser avec les hormones sexuelles pour se lier aux globulines qui se lient aux hormones sexuelles. Ces globulines-là, ils ont un rôle de contrôle sur la quantité d'hormones mâles qui se lient puis qui peuvent être utilisées par les tissus. Donc, s'ils sont remplacés par le BPA, ça veut dire que les hommes, leurs tissus, ils ne reçoivent pas les messages des testostérones autant, là, des hormones mâles. Il y a aussi un impact sur les récepteurs d'estrogène puis d'androgène. Il y aurait même un impact sur la façon que les gènes s'expriment puis la maturation sexuelle. Donc, les enfants ne se développent pas de la même façon au niveau sexuellement. Il y a un terme qui est utilisé pour décrire ça, c'est une dominance estrogénique. Cette dominance-là crée des problèmes quand même assez sérieux. Là, je vous ai parlé d'aspects vraiment techniques, mais on va aller dans le plus concret. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on a tous ces estrogènes chimiques qui n'ont pas d'affaires dans notre système, qui circulent partout? Qu'est-ce que ça fait? Au niveau de la femme, on voit des jeunes filles maintenant de 8 ans qui ont leur cycle menstruel. Jamais on voyait ça là, dans le temps. Habituellement, l'âge moyen pour les jeunes filles d'avoir leur menstruation, dans les années 70-80, c'était 12 ans. C'était ça l'âge moyen. Mais là, on voit des enfants de 8 ans, des jeunes filles de 8 ans avoir leur cycle menstruel à cause qu'ils sont exposés à une trop haute concentration d'estrogène. Ça crée aussi des irrégularités très importantes au niveau du cycle menstruel. On voit des femmes qui ont des menstruations très abondantes, des menstruations beaucoup plus rapprochées qu'habituellement. Ils n'ont plus des cycles de 28 jours. Des fois, ils ont des cycles de 21 jours au lieu. Les symptômes du syndrome prémenstruel peuvent devenir plus intenses. Ils ont plus de maux de tête, plus de changements d'humeur. Il y a aussi le gain de poids. Quand les femmes accumulent un poids, il devient plus difficile à perdre parce que si on a trop d'estrogène en circulation, notre corps a tendance à retenir beaucoup. Le poids devient plus difficile à perdre. Même si on fait de l'exercice, on mange bien, on dirait qu'on se bat contre un ennemi invisible, là, mais oui, c'est le plastique qui nous envahit. Il y aurait une incidence plus élevée de cysts fibroïdes au sein, plus de fibromes utérins, d'ovaires polykystiques. Il y a une plus grande fatigue également parce que le corps doit toujours combattre à éliminer ces déchets-là. Il peut y avoir une réduction de l'appétit sexuel, plus d'anxiété, de dépression, puis une augmentation marquée d'infertilité. C'est important d'écouter ces signes d'alarme-là parce que oui, on est en train de vraiment, vraiment affecter notre santé globale. C'est triste parce que quand l'infertilité s'installe, ça veut dire que les gens qui veulent avoir des enfants ne les ont pas nécessairement. Puis, c'est notre survie en tant qu'espèce. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de gens sur la planète, mais si le taux d'infertilité continue à augmenter, on peut se ramasser avec un problème assez important à ce niveau-là. Chez les hommes, le problème, c'est qu'il y a vraiment une féminisation des hommes. Les hommes commencent à développer des seins,
pas des pectoraux tout musclés, là, parce qu'ils ont fait des muscles, là. Non, c'est des tissus mous. Vous voyez des hommes qui commencent à avoir des seins qui ressemblent beaucoup plus aux seins des femmes. Vous voyez aussi un gain de poids abdominal plus fréquent. Il y a une réduction de la masse musculaire. C'est beaucoup plus dur de faire du muscle si les taux d'estrogène sont trop élevés dans l'organisme. Donc, ils perdent de leur masse musculaire. Ils ont de la misère à la reconstruire. Il y a aussi beaucoup plus de problèmes de dysfonction érectile, puis d'infertilité encore là. L'homme est également affecté par ces hormones-là parce que oui, l'homme en a un petit peu d'estrogène, mais jamais ils sont supposés d'en avoir autant que ça dans leur système. D'autres problèmes de la santé liés à la présence du BPA, c'est une augmentation des risques d'accidents vasculaires, des caillots sanguins, de problèmes cardiaques. Il y a aussi un plus grand risque de diabète, d'asthme, des problèmes, comme on disait tantôt, là, de déficit d'attention, de problèmes d'hyperactivité. Puis, il y a aussi une augmentation des cancers, cancer du sein, ovaire, utérus, testicules. Donc, comme vous pouvez voir, la santé est affectée à beaucoup de niveaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on veut pas que ça reste comme ça. On veut vraiment renverser la vapeur. Puis oui, il y a des compagnies depuis 2018 qui font des gros efforts pour ramasser les déchets au niveau de l'océan, puis les éliminer. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont mises de l'avant pour essayer de trouver des façons d'utiliser ce plastique-là. Il y a plein d'idées très intéressantes qui sont mises en place. Il y a même certaines compagnies qui veulent utiliser ce plastique-là pour produire un carburant. Il y a quand même une huile qui est présente dans les plastiques qui pourrait être utilisée à ce niveau-là. Il y a de plus en plus de recherches qui sont faites à plein de niveaux pour pouvoir recycler ce plastique-là puis l'éliminer de l'environnement. Cependant, c'est bien beau de vouloir recycler puis d'éliminer ce qui est là. Le plus important, c'est de réduire la consommation. C'est là que monsieur, madame, tout le monde, on peut faire une grosse différence. Oui, nos gouvernements mettent en place des mesures pour diminuer l'usage de plastique. Ils vont bannir les sacs de plastique dans les commerces, ils vont bannir les pailles faites de plastique. Il y a plein d'étapes qui se sont faites dans les dernières années pour aider à la situation. Par contre, c'est en tant que consommateur qu'on doit également donner des raisons aux compagnies de trouver des alternatives à leurs pratiques pour réduire ces déchets-là. Donc, c'est quoi qu'on peut faire comme consommateur pour vraiment faire une différence? Premièrement, c'est important d'éviter le plus possible les plastiques à usage unique. Quand vous achetez une bouteille d'eau, que vous buvez l'eau, puis après vous mettez votre bouteille tout de suite au recyclage, ça, c'est un usage unique. Quand vous achetez des choses à l'épicerie qui sont dans des emballages de plastique, comme vous achetez des fraises, vous achetez des champignons, puis ils sont tous enveloppés dans des casseaux en plastique avec de la pellicule par-dessus. Ça, c'est des plastiques à usage unique. Maintenant, il y a de plus en plus de solutions, d'alternatives à ces choses-là, comme au lieu d'acheter des bouteilles de plastique, pourquoi pas acheter une bouteille en acier inoxydable? Maintenant, ils ont des bouteilles très, très performantes en acier inoxydable avec un vide entre les deux parois. Il y a des doubles parois, puis il y a un vide entre les deux qui les rend très, très efficaces à garder les liquides à la température qu'on veut les avoir. Donc, si vous voulez boire quelque chose de chaud, ben le liquide va rester chaud beaucoup plus longtemps dans ces contenants-là. La même chose pour quelque chose de froid, ben si vous mettez de la glace avec de l'eau puis c'est froid, ben il va rester froid très longtemps. Donc, oui, c'est très bien parce que le plastique, vous savez, avec le soleil, il y a une biodégradation qui se fait, donc une grande production de BPA. Mais ces contenants-là, ben, il n'y a pas ça. Si on met nos liquides dans des bouteilles de stainless steel à double paroi comme ça, il y a moins d'émissions de BPA, mais aussi on réduit notre utilisation de plastique à usage unique. Il y a également l'utilisation de sacs compostables au lieu de sacs en plastique pour les vidanges. Donc, ça, c'est une pratique que nous, on utilise à la maison. À la place d'utiliser des sacs qui se décomposeront pas dans plusieurs centaines d'années, on utilise des sacs compostables. Oui, ils sont un peu plus fragiles, mais on s'arrange pour pas les remplir trop. Comme ça, ils ont moins tendance à vouloir éclater. Puis, ils vont pouvoir se décomposer beaucoup plus rapidement.
Quand vous allez à l'épicerie, regardez les alternatives. Si vous avez une alternative en verre versus plastique, bien, favorisez celle en verre. Je regarde beaucoup aussi, comme les champignons, je les achèterai jamais dans les petits casseaux de plastique. Je vais toujours les mettre dans un sac de papier qui sont offerts dans la plupart des épiceries. Donc, regardez toujours pour l'alternative qui fait qu'on utilise beaucoup moins de plastique. Évitez également les produits de polystyrène. Ça, communément, en bon anglicisme, les produits à base de styrofoam. Ces produits-là sont aussi très néfastes pour l'environnement. Il y a des alternatives à ces choses-là. À cette heure, il n'y a plus de raison d'utiliser ces produits-là. Donc, c'est vraiment d'essayer de les bannir de nos habitudes. Puis, d'utiliser aussi des sacs à usage multiple pour faire vos épiceries, comme quand vous allez acheter des fruits et des légumes. Pas utiliser les petits sacs en plastique qu'il y a là sur place, avoir vos propres sacs que vous pouvez mettre vos pommes dedans, puis arriver à la maison, vous les sortez de votre sac réutilisable, puis vous les mettez dans votre panier de fruits. C'est vraiment de prendre des habitudes pour qu'on arrête d'utiliser tout ce plastique-là. Les contenants en plastique qu'on a à la maison pour emmagasiner notre nourriture, nos restants dans le frigo, ces choses-là. Une fois qu'ils ont fait leur temps de vie, les remplacer au lieu par des contenants de vitre ou des contenants en acier inoxydable. Ceux qui vous restent, utilisez-les pas avec votre nourriture. Vous mettez ça dans votre bouche, vous l'avalez. Là. Fait que si les plastiques émettent du BPA, vous voulez pas ingérer ça. Utilisez-les pour serrer des billes, pour jouer à des jeux ou utilisez-les pour autre chose tant qu'ils sont encore en état, mais ne plus les utiliser pour votre nourriture. Ça l'aide énormément. Remplacez aussi les pellicules moulantes. Achetez-vous des contenants qui ont des couverts que vous allez pouvoir les réutiliser puis ça ne sera pas encore là un déchet à usage unique. Il y a également une belle alternative à la pellicule moulante. Vous pouvez acheter des tissus couverts de cire d'abeille qui peuvent faire un effet très similaire. Donc, ça peut être une alternative intéressante à explorer. Aussi, choisir des produits dans des emballages de carton au lieu du plastique. Vous savez, habituellement, quand on achète les essuie-tout, les papiers de toilette, ces choses-là, c'est tout dans des emballages de plastique. Mais j'ai vu une belle petite compagnie qui a fait l'effort d'emballer leurs essuie-tout dans un emballage de carton au lieu. Donc, favoriser ces alternatives-là, les encourager. Ceux qui ont des bonnes idées comme ça, c'est de leur dire oui, bien fait. Ça va aider l'industrie à suivre l'élan. Les enfants, les jeunes bébés sont énormément exposés au plastique. On a tendance à mettre leur nourriture dans des assiettes de plastique, les nourrir avec des cuillères de plastique, etc. Donc, c'est peut-être repenser tout ça, surtout ce qui a trait à leur nourriture. Puis, il ne faut pas oublier, les bébés, ils mettent tout dans leur bouche. Fait que même les jouets, il faut faire attention. S'il y a des alternatives, des jouets qui ne sont pas composés de plastique, essayez de varier un petit peu plus à ce niveau-là pour réduire leur exposition parce qu'ils sont tout petits, eux autres. Ça en prend beaucoup moins que nous pour avoir un impact sur leur santé. Finalement, parlant de plastique à usage unique, les compagnies de suppléments naturels, vous voyez les compagnies qui ont votre santé à cœur parce que eux font l'effort d'avoir des contenants qui ne sont pas en plastique. C'est pas la seule indication de qualité, mais vous voyez vraiment les compagnies qui examinent tous les aspects des produits qui vous sont offerts pour essayer de vous offrir ce qui est vraiment bon pour vous. Il y a certaines compagnies qui vont vraiment faire l'effort de vous offrir des emballages qui ne contiennent pas de plastique ou très peu de plastique. Donc, c'est peut-être favoriser un petit peu ces compagnies-là. Encore là, c'est une façon de dire oui, nous, on n'aime pas le plastique. Puis, ça peut aider le reste de l'industrie à peut-être suivre le pas éventuellement. Si tout le monde faisait un effort de réduire leur utilisation de plastique d'au moins de moitié, ça pourrait faire une grosse différence au niveau des déchets qui sont émis partout dans le monde. C'est à nous, comme consommateurs, de faire les bonnes décisions, de toujours regarder puis de dire, ouais, c'est-tu vraiment la bonne décision que je fais là? C'est-tu le bon produit que j'achète ou je devrais choisir autre chose? Une petite remarque importante, c'est qu'il y a du plastique qui est à faible teneur en BPA, mais il faut pas oublier qu'il y en a quand même du BPA dedans. C'est un plastique qui est quand même non biodégradable. C'est un plastique qui va rester très longtemps dans l'environnement.
C'est pas nécessairement la solution à tous les problèmes. C'est sûr que ça peut aider un peu qu'il y en ait moins, là, fait qu'on se fait moins exposer aux xénoestrogènes. Mais c'est quand même important de garder en tête que s'il peut y avoir une alternative autre que le plastique, ça serait important d'essayer de l'adopter. On ne pourra jamais complètement l'éliminer parce que au niveau médical, il y a certains équipements qu'on utilise que si c'est pas en plastique, ça fonctionnerait pas très bien. Le but, c'est d'essayer de réduire notre consommation à un niveau qui n'est plus néfaste pour notre environnement, puis minimiser nos expositions, surtout en ce qui a trait à la nourriture, parce que vous mettez ça dans votre bouche, vous l'absorbez. Si vous exposez votre nourriture à beaucoup de plastique tout le temps, c'est automatiquement ingéré, ça rentre dans votre système. Donc, c'est de trouver des alternatives. Là, on a vu le plastique, c'est une source importante de xénoestrogènes. Il y a d'autres sources de xénoestrogènes. Donc, si on veut améliorer notre santé, on peut garder à l'œil ces éléments chimiques-là. Je vais vous en nommer quelques-uns rapidement, mais on va pouvoir y revenir dans un autre épisode à un moment donné. On va pouvoir parler de ces choses-là plus en profondeur, mais je voulais juste souligner que le plastique n'était pas la seule source de xénoestrogènes. Vous en avez à d'autres niveaux. Il y a beaucoup d'herbicides et de pesticides qui mimiquent l'estrogène dans notre organisme. Si on mange plus biologique, ça l'aide énormément à réduire notre exposition. Aussi, réduire leur utilisation à la maison. Si vous voulez un beau gazon, une belle pelouse en avant de votre maison, essayez de trouver des alternatives qui n'ont pas d'herbicides, pesticides chimiques dedans, que c'est des alternatives biologiques. À ce moment-là, vous n'aurez pas cet effet-là de xénoestrogène. Puis les golfeurs, surtout les hommes, là, comme on a vu, là, vous êtes pas mal exposés à bien des estrogènes que votre corps ne devrait pas avoir un niveau d'exposition aussi élevé. Si vous êtes golfeur, ça serait peut-être une bonne idée de favoriser les terrains qui n'utilisent pas d'herbicides et pesticides. Ça aiderait à réduire votre exposition. Les dames, ou même les hommes, à cette heure, on a des hommes qui prennent soin de leur peau, de leur externe autant que leur interne. Donc, les cosmétiques, il y a beaucoup de produits de soins personnels qui contiennent des parabènes, des phtalates, des produits à base de pétrole qui ont des effets xénoestrogéniques. C'est important de regarder quels produits vous consommez. Si vous favorisez des produits plus de sources naturelles, ces produits-là ne contiennent pas de xénoestrogènes en grande quantité, donc ils sont plus sécuritaires pour notre santé. Puis, particulièrement, faire attention aux cosmétiques qui visent les enfants. Vous savez, les petits rouges à lèvres, les petits produits pour les petites filles là, qui mimiquent leur maman, qui mettent leur maquillage, tout ça. Bien, ces produits-là ont tendance à avoir des très hautes concentrations de xénoestrogènes. C'est à faire attention. Les fragrances synthétiques sont aussi des sources de xénoestrogènes. Donc, les parfums, ces choses-là, les produits qui contiennent des parfums synthétiques, c'est faire attention. Finalement, les aliments en conserve. L'intérieur des cannes de conserve sont recouvertes de BPA. Donc, si vous en mangez beaucoup, vous pouvez vous ramasser avec une haute concentration en xénoestrogènes. Je le dis parce que si vous réduisez votre consommation de produits dans le plastique, mais que vous remplacez par des cannes en métal, votre exposition va quand même être assez importante. Sauf, il y a beaucoup de produits biologiques, de produits naturels. Il y a certaines compagnies qui font un effort de ne pas utiliser le BPA au niveau de leur canne, puis de ne pas mettre de substances qui ont un effet extrogénique. Et peut-être regarder un petit peu plus pour ces produits-là. C'est important de bien s'informer. Il y a certains xénoestrogènes qui sont très difficiles à éviter, comme les retardants pour le feu. On en a partout sur nos meubles. On n'est pas pour jeter notre divan dehors juste parce qu'il est évaporisé d'un retardant pour le feu. Également, il y a certains produits qui ont été bannis dans beaucoup de pays qu'on retrouve encore dans notre environnement parce que c'est des produits qui ont une durée de vie très, très longue, comme le DDT, le PCB, ces choses-là. Ces xénoestrogènes-là ont des impacts très néfastes pour la santé. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas ce qu'ils sont, puis on peut être exposé très facilement. Des petits trucs pour aider à réduire notre exposition, c'est très simple. Boire de l'eau filtrée, utiliser au moins un filtre certifié NSF, comme ça il y a moins d'exposition aux xénoestrogènes. Épousseter
puis passez l'aspirateur souvent, surtout si vous avez un aspirateur avec un filtre HEPA. Ça va vraiment aider à capter ces substances-là puis les éliminer. Puis finalement, lavez vos mains souvent et particulièrement avant de manger. Comme ça, vous allez éviter de mettre des xénoestrogènes dans votre bouche juste par une manipulation avec vos mains. Des aliments qui peuvent aider l'élimination des xénoestrogènes dans notre système, oui, il en existe. Donc, les choux frisés, en anglais le kale, les choux verts, le brocoli, le chou-fleur, la roquette, les pousses de brocoli contiennent une substance qui va aider le corps à éliminer les xénoestrogènes puis à neutraliser leur effet, surtout au niveau de l'aromatase. Donc, ça va réduire l'impact des xénoestrogènes sur notre système. Les aliments à éviter, ceux qui nuisent, bien, c'est les aliments qui sont dans le haut de la chaîne alimentaire, surtout les viandes rouges, des produits laitiers. Le plus haut dans la chaîne alimentaire votre aliment se retrouve, le plus concentré en xénoestrogènes il va le devenir. Donc, faire attention à ces aliments-là, ça ne veut pas dire de ne plus en consommer du tout, mais de regarder la qualité de l'aliment et puis de peut-être en manger un peu moins souvent. Également, les aliments raffinés, les sucreries, les céréales raffinées, ces aliments-là manquent de fibres. Puis les fibres sont très importantes pour aider à balayer les toxines en dehors du système digestif. Donc, si vous absorbez des microparticules de plastique, puis que vous n'avez pas assez de fibres dans votre alimentation, ils risquent de rester beaucoup plus longtemps au niveau de votre tube digestif, puis d'être absorbés pour se retrouver à l'interne. Tandis que quand il y a beaucoup de fibres, les fibres ont tendance à s'attacher à ces toxines-là, à ces produits néfastes-là, puis à les éliminer plus facilement du système. Donc, on a tendance à moins accumuler. Également, les aliments non raffinés contiennent plus d'éléments nutritifs qui peuvent aider à l'élimination de toxines. C'est une façon d'aider votre corps à pouvoir éliminer ces substances nuisibles beaucoup plus facilement. Mon dernier conseil, parlez-en. Parlez-en à vos amis, discutez de la situation, encouragez les gens dans votre environnement à faire pareil, à réduire l'utilisation de plastique. Puis si vous pouvez donner un défi, regarde, moi je vais essayer de réduire de moitié, toi aussi tu peux essayer de faire ça. Donc c'est de partager, de vraiment en parler, de répandre l'information. C'est notre façon de pouvoir contribuer à résoudre ce problème, puis aider notre planète à récupérer de ce désastre-là. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous plaît, vous abonner ou me suivre sur la plateforme que vous utilisez. Vous pouvez également activer les notifications pour être avisé lorsque je télécharge un nouvel épisode qui sera fait mardi en matinée. Je vous revois à la prochaine épisode.